Dobry den, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette émission préparée par la rédaction francophone de Radio Prague International. Aujourd'hui au programme, le plus célèbre des écrivains de Prague, j'ai nommé Franz Kafka évidemment, dont des documents et des dessins inédits viennent d'être mis en ligne par la Bibliothèque nationale israélienne. Mais on commence d'abord avec un homme de radio, à l'occasion du centenaire de la radio en France, un homme qui a animé jusque récemment encore une émission au générique bien connu. Il vous est présenté par Thibaut Maillet. Pour les plus mélomanes, ces quelques notes ne seront que le troisième mouvement presto de l'été, rien d'autre qu'une saison de Vivaldi. Mais pour nombre de paires d'oreilles attentives, radiophiles ou qui se sont juste déjà égarés sur les ondes de France Inter en début d'après-midi, ces notes annonçaient une émission iconique et la voix reconnaissable parmi 1000 qui l'a portée pendant près de 10 ans. Une décennie dans le monde des médias, c'est une éternité, alors inutile de dire que parmi les sujets abordés, plusieurs sujets tchécoslovaques ont retenu toute notre attention. La marche de l'histoire, c'était aussi un objet radiophonique à part, une demi-heure d'érudition accessible, d'histoire pointue sur le service public. Depuis l'été 2020, la marche de l'histoire n'est plus. Vive le vif de l'histoire que tient chaque jour Jean Lebrun à 13h55 sur France Inter, et vive l'intelligence, Intelligence Service, une émission consacrée aux intellectuels chaque samedi à 18h sur les mêmes ondes. Jean Lebrun, on le sait moins en revanche, est un fin connaisseur de la Tchécoslovaquie dont il a foulé le sol dès les années 80 pour se confronter à ce communisme que lui, homme de gauche, exècre. L'historien se transforme alors en témoin et part à la rencontre de celles et ceux dont il aurait tant souhaité que l'on parle alors que les chars russes envahissaient la Tchécoslovaquie. C'est donc avec un grand plaisir que nous accueillons Jean Lebrun et que nous nous sommes permis de pasticher ses lancements. Bonjour d'abord Jean Lebrun. Bonjour Thibaut Maillet. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à quelques questions pour Radio Prague International. Et peut-être avant que nous parlions un peu de radio, également j'aimerais vous demander d'abord, si vous le voulez bien, qu'on parle un peu de vous et de votre rapport à la République tchèque ou plus anciennement à la Tchécoslovaquie. Quel est-il et peut-être à quand remontent vos souvenirs liés à la Tchécoslovaquie ? Comme moi-même je remonte à la plus haute antiquité. Mes premiers vrais souvenirs c'est août 1968. Moi j'ai participé très modestement, j'étais tout jeune, timide, j'aimais pas parler en assemblée générale, j'aimais pas beaucoup non plus être coursé par les CRS dans les rues de Paris. J'avais un peu participé au mouvement de mai 68, et dans le mouvement de mai 68, il y avait beaucoup d'absents. Personne ne parlait de Régis Debray qui était emprisonné en Amérique latine à cette époque-là. Et les étudiants parisiens de mai 68 étaient largement indifférents au mouvement du printemps de Prague. Et moi qui étais d'une famille assez anticommuniste et qui vivais dans une banlieue de Paris, la banlieue nord, très communiste, j'ai été pris d'une immense colère au moment de l'occupation de la Tchécoslovaquie. Et j'ai lu vraiment avec la plus extrême attention dans toutes les années qui ont suivi ce qui s'écrivait sur les idées du printemps de Prague. Et puis ensuite, le rapport s'est renouvelé à l'occasion de mes premières visites à Prague. C'était beaucoup plus tard, dans les années 1980, mais enfin la grande période de l'obscurité tchécoslovaque n'était pas achevée. Et il se trouve que j'ai eu l'occasion, une fois ou deux, pendant 2-3 fois même, pendant la période encore communiste, d'aller en Tchécoslovaquie. Prague, au début des années 1980, était quand même infiniment triste, plus que mélancolique, noire. Les boutiques vides, les vitrines avec des boîtes de conserve entassées en guise d'appât pour les clients, la possibilité... ce sont des remarques de touristes un peu superficielles, mais enfin de trouver un restaurant pour manger, les grandes salles désertes des restaurants avec les garçons alignés au fond de la salle qui expliquaient qu'ils n'avaient pas le temps de nous servir. Et
j'ai eu tout de suite une amitié pour un couple de Tchèques que j'ai rencontré, Elena Jarozova et Přemysl Megel. Elena Jarozova, c'était une jeune universitaire dont la carrière avait été interrompue par l'occupation soviétique et les mesures de censure qui avaient suivi. Přemysl, c'était un universitaire d'origine marxiste et tous deux étaient infiniment francophiles et vivaient à petit feu, tranquillement, mais sans beaucoup de possibilités de vie intellectuelle. Et il happait toutes les personnes qu'il pouvait rencontrer venues de France, entretenait ensuite une grande correspondance quand les dites personnes étaient rentrées dans l'Hexagone. Et puis les années ont passé, est intervenue la révolution de velours, est intervenue la transformation de la Tchécoslovaquie. Elena et Přemysl étaient très liés à Václav Havel. On allait manger quand on allait à Prague dans le restaurant que tenait la cuisinière de Václav Havel. Qu'est-ce qui, dans les années 80, vous pousse à aller dans cette ville qui n'est pas la destination de rêve qu'on pourrait imaginer aujourd'hui? Vous parlez d'une ville obscure. Pourquoi y aller dans les années, justement, qui ont suivi la normalisation? Parce que le communisme m'intéressait passionnément. Si vous voulez, moi je suis d'une gauche farouchement anti-communiste. Pour des raisons familiales, et il se trouve que pour des raisons professionnelles, dans les années 1970, j'avais enseigné l'histoire au lycée de Saint-Denis. Alors Saint-Denis, c'est la ville rouge au nord de Paris, où le Parti communiste tenait les rênes depuis avant-guerre. Il vient juste de les perdre aujourd'hui. Et tout le paysage, et même l'histoire telle qu'on l'enseignait, était façonnée par le Parti communiste, et j'essayais de chercher un contre-pied, de trouver une autre manière de présenter l'histoire, et je voulais faire leur place à ceux que le communisme avait fait taire, et au premier chef d'ailleurs des communistes eux-mêmes, déçus dans leur foi, dans leur religion, dans leur croyance. Přemysl, dont je vous parlais, c'était un ancien communiste. Il avait été élevé dans un marxisme assez strict, si vous voulez. C'était un Tchèque assez typique, parce que il était disciple lointainement par sa famille de Masaryk. Il témoignait de cette république des professeurs que Masaryk avait cherché à créer en Tchécoslovaquie avant la guerre. Ensuite, sa famille et lui étaient passés au communisme, mais au communisme tel qu'il était imposé depuis l'Union soviétique, mais intellectuellement, il ne pouvait pas tenir dans cette position. Et il était devenu peu à peu critique, cherchant tout ce qui, dans les pensées d'émancipation qui pouvaient surgir en Occident, permettait de se combiner avec un marxisme critique. Donc moi, ça m'intéressait beaucoup, ça, à l'époque. Mais si j'ai encore un souvenir qui me vient à l'esprit, Přemysl avait un frère qui était malade mental et qui vivait dans un asile. Et alors, c'est la plus forte image peut-être que j'ai de la Tchécoslovaquie de ces années de la normalisation. Cette époque à Noël, pendant la période de Noël, j'étais venu avec mon compagnon à Prague pendant la période de Noël. Et c'était particulièrement noir au moment de Noël, avec la fumée des charbons là, qui couvrait d'une sorte de cloche la ville de Prague. On était parti de Prague pour aller chez le frère de Přemysl dans son asile. Et alors là, la centaine de kilomètres qu'il fallait parcourir en voiture, les lieux désolés, on sentait l'inconscience, l'inconséquence des installations industrielles qui bordaient de part et d'autre la route. On ne dira jamais assez les effets sur l'écologie du centralisme communiste. Et puis on s'est retrouvé dans une petite ville
avec l'architecture traditionnelle des villes tchèques, l'église un peu baroque, la place centrale avec ses promenades voûtées, un peu comme dans un cloître, et puis dans un vieux château qui avait dû être confisqué à une famille aristocratique qui était particulièrement délabré, l'asile du frère de Prémiche. Alors moi, nous n'avons pas assisté à l'entrevue familiale, et on battait la campagne, on marchait dans les allées lugubres du parc du château, si mal entretenu. J'ai imaginé le destin de cet homme, le frère de Prémiche, enfin si triste. Et ce qui m'avait aussi frappé, c'était que dans ce village mort, silencieux, oublié du temps, enfin, témoignant d'une époque déjà révolue, parce que ce communisme-là, il était en train de mourir, c'était évident. Ce qui m'avait frappé, je sais pas, ça me revient à la mémoire, c'est la présence des haut-parleurs dans tous les coins de la place, et qui étaient destinés, j'imagine, à distiller la propagande du parti, à expliquer aux gens qui passaient là que l'avenir était radieux et que le soleil allait luire à l'horizon. Mais en attendant, il y avait une très très longue période d'obscurité à traverser. J'aimerais qu'on parle un peu de radio également. Vous avez, dans la marche de l'histoire, notamment consacré un certain nombre d'émissions à la Tchécoslovaquie et aux événements qui se sont déroulés. Je pense au Printemps de Prague, également quelques émissions consacrées à Václav Havel, Jan Palach aussi, peut-être. Que trouve-t-on dans les archives concrètement de Radio France quand on cherche à faire une émission sur la Tchécoslovaquie? Est-ce que les réserves sont riches? Je sais pas, je peux pas vous dire très précisément comme ça. C'est dans ma tête que la radio tchèque est présente. Ce que j'entends encore dans ma tête de 1968. Je m'explique. Vous savez mieux que moi que en 1968, quand les troupes du pacte de Varsovie occupent la Tchécoslovaquie, il y a quand même une longue résistance pacifique, mais qui dure des jours et des jours. Et c'est une sorte de repli qui est opéré par le Parti communiste qui tient un congrès, une réunion clandestine, par les journaux, par les habitants qui se portent au-devant des chars soviétiques dans les rues et par les radios. Donc, moi j'ai le souvenir très précis, comme si c'était des archives répertoriées, c'est encore une sorte de bibliothèque personnelle dans mon cerveau, j'ai le souvenir très précis des appels que lançait la radio tchèque, les radios tchèques. Quand je demande à mes collaborateurs, les recherchistes de l'émission La Marche de l'Histoire, de trouver ces sons, ils ne les trouvent pas nécessairement, parce que peut-être je les réinvente. Jean Lebrun répondait aux questions de Thibaut Maillet. La Bibliothèque nationale d'Israël, propriétaire du fonds Franz Kafka, a publié la semaine dernière sur son site internet des archives inédites de l'écrivain pragois de langue allemande Franz Kafka. Parmi celles-ci, le journal intime de l'auteur, un carnet où il pratiquait l'hébreu, des carnets de voyage, mais aussi des dessins. Tous ces documents, longtemps disparus, ont été confiés à l'institution qui gère le patrimoine littéraire de Franz Kafka, après des années de recherche et de procédures judiciaires. Anna Kubishta nous en dit un peu plus. La Bibliothèque nationale d'Israël, propriétaire du fonds Franz Kafka, a publié la semaine dernière sur son site internet des archives inédites de l'écrivain pragois de langue allemande. Parmi celles-ci, le journal intime de l'auteur, un carnet où il pratiquait l'hébreu, des carnets de voyage aussi, mais également des dessins. Tous ces documents longtemps disparus ont été confiés à l'institution qui gère le patrimoine littéraire de Franz Kafka après des années de recherche et de procédures judiciaires.
Tout ce que je laisse derrière moi sous forme de journaux, manuscrits, lettres en tant qu'expéditeur et destinataire, dessins, etc. doivent être brûlés dans leur intégralité et sans être lus. On ne répétera jamais assez l'histoire de la trahison de Max Brod, qui, contre l'ultime souhait de son ami Franz Kafka, conserva tous ses écrits, mais aussi ses dessins, que ce dernier souhaitait voir détruits. Pire, il les fit publier. Toute nouvelle publication d'une œuvre inédite de Franz Kafka fait donc toujours ressurgir cet étrange sentiment d'illégitimité à pénétrer dans le monde intérieur d'un homme qu'il n'avait pas souhaité. C'est d'autant plus vrai pour ses dessins, ses croquis et griffonnages, parfois des caricatures qui n'avaient pas vocation à être vues, comme l'avait expliqué l'archiviste Stefan Litt à la radio tchèque lorsque la Bibliothèque nationale d'Israël a pu finalement récupérer ses archives. Nous savons que Kafka réalisait de petits dessins pour se détendre. Il n'a vraisemblablement jamais envisagé cela comme du grand art, mais il était par définition sceptique sur son œuvre de manière générale. Il n'a jamais eu l'intention de publier ses dessins. Nous ne savions même pas qu'il y avait un autre carnet dans le coffre-fort d'une banque suisse. Cela a donc été une belle surprise, même si cela ne change pas vraiment notre compréhension de qui était Kafka. L'histoire de ces archives de Franz Kafka est à la fois tragique et rocambolesque. Tragique parce qu'elle suit l'histoire de l'Europe centrale du XXe siècle. En 1939, Max Brod quitte in extremis la Tchécoslovaquie juste avant l'invasion du pays par les nazis et parvient à rejoindre la Palestine sous mandat britannique. Dans ses valises, les manuscrits de son ami Franz Kafka, auxquels il tient visiblement plus que ses propres écrits qui le suivront par la poste. Depuis Tel Aviv, où il devient dramaturge au théâtre Habima, il continue son travail de promotion de l'œuvre de Kafka, permettant à l'auteur de la Métamorphose d'être reconnu comme un des plus grands écrivains du XXe siècle. C'est après sa mort, en 1968, qu'intervient la suite plus rocambolesque de l'histoire des archives de Kafka. Dans son testament, Max Brod, sans héritier, lègue le tout à sa fidèle secrétaire Esther Hofe, lui demandant de faire en sorte que ces documents soient confiés à la Bibliothèque nationale d'Israël. Dans un ironique retour de manivelle de l'histoire, celle-ci passera outre les dernières volontés de son employeur, vendant même certains manuscrits et conservant le reste chez elle ou dans des coffres-forts en Suisse. À sa mort, ses filles se battront devant les tribunaux pour faire valoir leurs droits d'héritière avant qu'une décision de la justice israélienne ne donne finalement raison, il y a quelques années, à l'État d'Israël. Après avoir finalement récupéré la totalité des documents en Suisse et dans l'appartement de la dernière fille d'Esther Hofe après son décès, la Bibliothèque nationale d'Israël a passé 2 ans à les faire restaurer, à les cataloguer et à les numériser. Ce sont eux qui sont désormais accessibles gratuitement au grand public. Les carnets de croquis, des brouillons de la grande nouvelle de jeunesse de Kafka, préparatifs de noces à la campagne, des centaines de lettres personnelles et ce fameux carnet où il travaillait son hébreu. Stefan Litt. Quand nous avons ouvert ces archives, nous avons trouvé des croquis, des brouillons, des textes littéraires de Kafka. Au milieu de tout cela se trouvaient 8 feuilles remplies de listes de mots en hébreu et même quelques petits textes rédigés en hébreu qui traitaient d'événements survenus en 1922 et 1923. C'était de l'hébreu moderne et plutôt un bon niveau en fait. Il avait un niveau avancé, c'est très clair. Pour nous, c'est bien sûr très intéressant de voir qu'il passait du temps à apprendre cette langue. Et pour plus de renseignements et découvrir en ligne ces archives numérisées de Franz Kafka, rendez-vous au www.nli.org.il. C'est déjà la fin de cette émission, préparée par la rédaction francophone de Radio Prague International. Retrouvez-nous sur Twitter, @RadioPragueFR. Prenez soin de vous et de vos proches, et surtout passez une excellente semaine à Prague.